Créée par Don Mancini en 1988, la franchise d'horreur Jeux d'enfants suit les actes déments de la poupée possédée Chucky et s'est poursuivie pendant plus de 30 ans, devenant l'une des franchises de slasher les plus solides et polyvalentes. Mais c'en était presque fini pour Chucky après que 2 meurtres violents ont été associés à la série de films. Ces événements horribles ont changé à jamais la trajectoire de la série Jeux d'enfants. Aujourd'hui, nous allons examiner en profondeur comment Jeux d'enfants a inspiré une série de meurtres réels. En 1988, le scénariste du Jeux d'enfants original, Don Mancini, n'avait que 24 ans et un seul autre film à son actif, mais il avait aussi un scénario sur une poupée tueuse intitulée Batteries Not Included. En apprenant que Steven Spielberg produisait un film portant le même titre, le scénario de Mancini a changé de nom avant le tournage, d'abord pour Bloody Buddy, puis finalement pour Jeux d'enfants. Inspiré de l'épisode Talking Tina de la 4e dimension, le scénario original de Mancini différait notablement de la version finale de Jeux d'enfants vue par le public. La poupée qui commettait les actes de violence dans l'histoire était une manifestation surnaturelle du personnage principal, l'enfant. La poupée s'en prenait aux personnes qu'Andy, l'enfant, c'est son nom aussi bien dans la première version que dans la version finale, percevait comme des menaces. Le projet a changé lorsque Tom Holland l'a repris et réécrit le scénario, donnant ainsi naissance à Chucky. Chucky était une poupée de la marque Good Guys qui a été possédée grâce à une incantation vaudou par l'âme d'un célèbre tueur en série nommé Charles Lee Ray. Bien que Chucky soit devenu le personnage emblématique de la série, l'inclusion du vaudou n'a jamais vraiment plu au scénariste original Mancini. Et dans les films suivants, tous écrits par Mancini, cet élément de l'intrigue est de plus en plus tourné en dérision et moqué. Mais ce que Mancini a adopté, tout comme le public en 1988, c'est le charisme tordu et la menace miniature de Chucky, rendu vivant avec sa langue bien pendue par l'acteur Brad Dourif. Dourif prêtera ensuite sa voix au personnage dans les 7 volets de la franchise, tandis que Chucky sera doublé par Mark Hamill dans le remake de 2019, grâce à la combinaison unique de Dourif entre une véritable méchanceté déjantée et un sens du timing comique impressionnant. Chucky a rapidement hérité du rôle de tueur-blagueur, mais rempli de colère, succédant ainsi à Freddy Krueger. Le premier film a été un succès et Mancini a écrit la suite 2 ans plus tard. Avec un nouveau réalisateur à bord, Mancini est devenu le principal lien créatif de la jeune franchise cinématographique et il a accueilli à bras ouverts ce rejeton roux hérité du scénario remanié du film original. Jeux d'enfants 2 suivait encore l'histoire de Chucky ainsi que celle du jeune Andy, héros du premier film. Chucky tente toujours de maîtriser l'enfant pour transférer son âme dans un corps humain, idéalement celui du garçon. Avec Andy et d'autres enfants en danger dans la trilogie originale Jeux d'enfants, un niveau supplémentaire de malaise s'ajoute à ces films d'horreur, renforcés par l'humour noir à l'écran. Mais il n'y aurait rien de drôle dans l'horreur réelle que certains voudraient associer à la franchise après le 3e film. En Angleterre, 2 meurtres sans lien entre eux, le premier ayant eu lieu en décembre 1992 et le second seulement 3 mois plus tard en février 1993 ont tous 2 été associés selon certains au film Jeux d'enfants. L'enlèvement, la torture et le meurtre de Susan Capper à Manchester ont commencé 1 semaine avant sa mort, survenue le 7 décembre Neither Day. Susan Capper, âgée de 16 ans, était décrite comme une jeune fille naïve et influençable qui considérait ses futurs meurtriers comme ses amis. Capper leur faisait confiance après avoir rencontré le groupe en gardant les enfants de John Powell. Capper passait souvent chez Powell tandis que la séparation de ses parents rendait sa vie familiale incertaine. Capper était l'une des nombreuses personnes à aller et venir chez Powell. Des personnes comme Bernadette McNeely, une femme avec 3 enfants qui, avec son petit ami Anthony Dodson, vivait aussi chez Powell, ainsi que l'ex-mari de Powell, Glenn Powell, et des visiteurs réguliers comme Jeffrey Lee et Clifford Pook, tous reconnus coupables du meurtre de Capper. Après les événements de la semaine, commençant le 7 décembre 1992. Ce jour-là, en arrivant chez Powell, Susan Capper a trouvé tous ses soi-disant amis qui l'attendaient pour lui tendre une embuscade. Les raisons de l'enlèvement, puis de la torture et du meurtre étaient déroutantes et mesquines,
avec diverses explications allant du fait que Capper aurait pris un manteau appartenant à McNeely et Dodson ayant attrapé des poux après avoir dormi dans un lit qu'avait également utilisé Capper. Quoi qu'il en soit, au cours des 5 jours suivants, Susan a été soumise à une série d'actes violents et dépravés qui se sont intensifiés tout au long de sa captivité. Tout a commencé quand Susan a été maintenue au sol. Glenn lui a rasé la tête, les sourcils et le pubis, puis lui a mis un sac plastique sur la tête pour que tous les occupants de la maison puissent frapper Capper à tour de rôle avec des boucles de ceinture et de grandes cuillères en bois. Après la bastonnade, Susan a été enfermée dans un placard. Craignant que les cris de Susan dérangent les enfants de Jean et Bernadette vivant aussi dans la maison, le groupe a déplacé Capper dans l'ancienne maison abandonnée de Bernadette, à quelques maisons de là, où la torture a continué. Les 2 dents de devant de Susan Capper ont été arrachées avec une pince et une autre a été cassée en 2, laissant le nerf à vif. Elle a également été injectée avec des amphétamines et brûlée au visage et sur le corps avec des cigarettes. Des punitions plus inhumaines ont suivi, Capper étant contraint de porter régulièrement des écouteurs, diffusant la chanson de danse électronique Hi I'm Chucky, une chanson de 150 volts qui comportait des extraits de dialogue du film Jeux d'enfant, pouvait être diffusée à plein volume dans les oreilles de la pauvre fille sans défense. McNeely commençait aussi souvent sa torture de Capper en prononçant les mots « Chucky vient jouer ». Aux premières heures du 14 décembre 1992, cela s'est finalement terminé. Emmenée dans un endroit isolé, Capper, encore vivante, a été aspergée d'essence et brûlée vive. Puis, elle a été laissée pour morte. Bien qu'elle ait finalement succombé à ses blessures, notamment des brûlures graves couvrant 80% de son corps, Susanna Capper a survécu assez longtemps pour nommer ses agresseurs et donner aux policiers des détails sur ce qu'elle avait enduré. Alors que les meurtriers de Capper étaient arrêtés et en attente de leur procès, un autre meurtre insensé, possiblement associé au film Jeux d'enfant, a eu lieu le 12 février 1993 lorsque James Bulger, âgé de 2 ans, a été enlevé, torturé, puis assassiné par 2 garçons de 10 ans nommés John Venables et Robert Thompson. L'enlèvement s'est produit alors que la mère du garçon, Denise Bulger, était brièvement distraite à la boucherie. Les 2 garçons ont rapidement emmené leur victime, l'ont traînée à divers endroits, lui infligeant des souffrances extrêmes en la frappant et en la lapidant jusqu'à sa mort. Venable et Thompson ont ensuite emmené son corps sur une voie ferrée déserte, l'y laissant attaché pour qu'il soit retrouvé plusieurs jours plus tard. Affaire d'une cruauté inédite envers un enfant, commise par d'autres enfants qui a indigné la nation. Venable et Thompson ont été reconnus coupables de meurtre. En juin 2001, ils ont tous 2 été libérés sous condition et ont reçu de nouvelles identités. Contrairement au lien plus direct dans l'affaire Capper, le lien avec les films Jeux d'enfants dans cette affaire est beaucoup plus ténu. Cela repose sur une scène du 3e volet de Jeux d'enfants dans laquelle Chucky est tué après avoir été aspergé de peinture et s'être fait fracasser le visage. Un sort étrangement similaire à celui du petit Bulger, dont le corps était recouvert de peinture. Ce point fut évoqué lors du procès pour meurtre des garçons, le juge Moreland estimant que l'exposition à des films violents, notamment le film d'horreur auquel Venable avait été exposé, loué par son père 1 mois avant le meurtre, aurait pu influencer leur comportement. Mais la police n'était pas d'accord. Albert Kirby, le directeur de l'enquête sur le meurtre, a témoigné que Venables ne vivait pas avec son père à l'époque et qu'il était peu probable qu'il ait vu le film pendant la période de location. La conclusion officielle a été qu'il n'y avait aucun lien, des rapports psychiatriques présentés au tribunal niant également l'association entre les actes et le film, car il a été démontré que le jeune Venable avait une aversion pour les films d'horreur. Bien que le lien avec Jeux d'enfants soit plus direct, il n'est pas accablant. Concernant le meurtre de Capper, son procès pour meurtre a coïncidé avec celui de Bulger, et n'a donc pas reçu autant d'attention médiatique. Ce qui a poussé le public à associer le film à la tragédie de Bulger, bien que les experts affirment que les films ne sont pas responsables. Le créateur de la série, Don Mancini, n'a jamais pensé que ces films étaient à blâmer non plus, mais il a compris qu'ils devraient évoluer s'ils voulaient survivre et prospérer. Même avant l'ignominie des meurtres, il y avait des signes que Jeux d'enfants avait besoin d'une refonte,
notamment le fait que le troisième film avait sous-performé au box-office, enregistrant la plus faible recette au box-office de la franchise. Mancini en est venu à la conclusion que les limites du personnage principal, Andy, avaient été pleinement explorées pour le moment, tout comme l'idée que Chucky continuerait à poursuivre n'importe quel autre enfant dans une tentative de se réincarner. Pour une véritable résurrection de la série dans son ensemble, ainsi que de son méchant, Mancini a décidé de laisser la série dépasser toute association enfantine qu'elle pouvait avoir auparavant. À partir de La fiancée de Chucky en 1998, la série a abandonné non seulement l'idée d'avoir un protagoniste enfant, mais aussi l'utilisation du titre jeu d'enfant tout court. Suite au succès de La fiancée de Chucky, Mancini a enchaîné avec Le fils de Chucky, La malédiction de Chucky et Le culte de Chucky. Bien plus qu'un simple changement de nom, la nouvelle série dérivée de Chucky se distinguait des premiers volets par son ton résolument satirique et volontairement kitsch. En résumé, la série d'horreur à humour noir était devenue une série de comédie noire avec des touches d'horreur. Annonçant cette nouvelle direction, La fiancée de Chucky est sortie le 16 octobre 1998 et est devenue l'opus le plus rentable de la franchise, rapportant des millions de dollars. Le nouveau contrôle créatif de Mancini, ainsi que l'ajout de l'actrice Jennifer Tilly comme voix de la fameuse fiancée, ont fait de Chucky l'un des rares tueurs des années 80 à garder une emprise glaciale sur leur public des décennies après leur première apparition. La plupart des contemporains n'ont pas su évoluer avec leur temps ou ont tenté d'imposer leurs icônes du slasher aux nouvelles tendances, comme le found footage. Chucky, qui était peut-être le moins susceptible de prospérer parmi ses pairs, a réussi à rester pertinent et même à accroître sa popularité en explorant une partie de son mythe qui a toujours existé mais n'a jamais été exploitée à son plein potentiel. Ironiquement, en assumant l'absurdité du concept central, un tueur en série dans le corps d'une poupée, et en arrêtant de se prendre au sérieux comme simple film d'horreur, la série est devenue beaucoup plus loufoque, conçue pour un public plus adulte. Peut-être car les adultes séparent plus facilement fantasmes et réalité. Peut-être que la longévité de Chucky tient au fait que de nombreux adultes continuent à jouer avec leurs jouets aujourd'hui. Entrez dans une boutique Spencer's et non seulement vous trouverez une tonne de produits dérivés Chucky, mais vous verrez aussi d'innombrables articles destinés aux adultes mettant en avant d'autres icônes de leur jeunesse. Et alors que beaucoup de ces autres personnages sont restés longtemps endormis, avec parfois une tentative de reboot, Chucky, lui, n'a jamais quitté le public. Avec La fiancée de Chucky et ses suites, il y a aussi eu des bandes dessinées, des apparitions dans des émissions de catch à la télévision, des passages dans Saturday Night Live, un reboot et une série télévisée. Peut-être que le virage créatif de Don Mancini, le créateur, après l'association de jeux d'enfants avec des meurtres réels, n'était pas tant de trouver un nouveau public qui ne soit pas composé d'enfants, mais plutôt de garder le public qu'il avait déjà et de faire grandir Chucky en même temps qu'eux. À une époque où la jeunesse semble éternelle et la nostalgie quasi maladive, il semble que Chucky ait trouvé un moyen de s'assurer que le jeu ne s'arrête jamais.